qui donc est bénévole au sein du syndicat des professionnels du shiatsu, le SPS. Donc, on avait ce matin Dominique Blanc des ostéopathes de France. Là, maintenant, c'est toi du syndicat des shiatsu. Ça fera, donc, on est 3 syndicats représentatifs de la Chambre nationale des professions libérales en une journée. On est en force. La journée où on doit renvoyer tous nos chiffres pour la représentativité, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. C'est ce que je disais à Dominique. C'est déjà fait. Vous, connaissant Jacques, je pense que c'est déjà fait aussi. Certainement. Voilà, donc Jacques Laurent, qui est le président du syndicat des shiatsu, qui a confié la mission à Nathalie de faire cette intervention. Nathalie, elle a aussi des outils naturopathiques, donc elle connaît notre vision des choses. Elle est donc à la commission évaluation, c'est ça que tu… Voilà, c'est ça. Je suis à la commission évaluation du SPS qui se charge d'accompagner nos professionnels de shiatsu à rédiger éventuellement des protocoles de recherche. Et nous-mêmes, on a des choses en cours. Voilà, donc t'en diras pas plus. Voilà, on envoie des bonnes ondes pour que tout fonctionne dans vos projets au syndicat de shiatsu. Ça, c'est certain, pas besoin que tu nous en dises plus, mais juste des bonnes ondes. Tu vas donc nous présenter le shiatsu, ce qu'il en est, parce qu'on est pas mal de professionnels à avoir entendu parler du shiatsu, mais peut-être sans vraiment comprendre ce qu'il en est. Nous, au syndicat de naturopathie, on aime bien connaître tous ces métiers de l'accompagnement pour pouvoir encourager notre clientèle à aller vous consulter. Mais mieux vous connaître va permettre de plus facilement envoyer nos clients. Ce matin, on était avec Dominique Blanche, donc je te disais, des ostéopathes de France, qui nous a présenter un peu plus l'ostéopathie viscérale. Voilà. Juste avant toi, il y avait le docteur Pénoël, qui est un ponte de l'aromathérapie énergétique. Donc, il a fini son intervention sur le méridien rate-pancréas et l'impact gynécologique. Donc, on est un peu dans la vibration énergétique. Là, à ce moment-là, tu nous retrouves comme ça. Donc voilà, tu vas avoir des gens qui sont plutôt assez curieux. Ne t'inquiète pas, nous les modérateurs, on va récolter les infos dans le chat. Donc, concentre-toi sur ton slide. Je sais en plus que tu nous as calé entre 2 consultations. Donc, merci à toi vraiment d'avoir trouvé du temps pour répondre aux naturaux présents ici. Présente-toi un petit peu, présente le syndicat, comme ça on avance. Merci bien. Alors, le syndicat des professionnels de shiatsu, il existe depuis 2009, hein, mais c'est en 2015 vraiment qu'il a explosé en termes de crédibilité, surtout parce que c'est par son biais qu'on a eu un titre RNCP, donc une reconnaissance de la part du ministère du Travail de notre métier. Ils nous ont donné le nom de spécialiste en shiatsu. C'est pas très heureux. L'allitération en S est pas fameuse, mais on n'a pas eu le choix. Nous, on voulait praticien de shiatsu, mais en fait, ce qu'on nous a répondu, c'est que praticien, c'est réservé au personnel hospitalier. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là. Donc, on est spécialiste en shiatsu. On a ce titre RNCP depuis 2015. Là, on est en cours de renouvellement, mais avec la situation sanitaire, tout le ralentissement des administrations, etc., c'est pas simple. Donc, on attend, puisqu'un titre est valable sur une durée limitée dans le temps. Pas pour ceux qui l'ont obtenu. Hein. Ceux qui l'ont obtenu, ils l'ont obtenu à vie. Mais là, c'est pour nos centres de formation. Donc, voilà, ça, c'est le syndicat des professionnels de shiatsu. On est, je pense, pas loin de 700, voire 800 membres, il me semble. Donc, on est assez représentatif du métier du shiatsu en France. En ce qui concerne le shiatsu, il faut savoir qu'il est reconnu au Japon depuis la moitié du XXe siècle comme médecine à part entière. Le shiatsu, c'est même inscrit dans la Constitution et les professionnels de shiatsu, ils ont un diplôme d'État. Donc, en France, en Europe, on en est loin, mais on espère s'en rapprocher de plus en plus. On a un autre pays européen qui a aussi obtenu l'équivalent d'un titre RNCP, et normalement, à 3 pays, on doit pouvoir aller toquer à la porte du Parlement en disant « Donc voilà, ça y est, on est 3 maintenant, il faut faire redescendre en fait tout ça dans tous les pays membres. » Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Pour que le shiatsu soit accessible un maximum de personnes et qu'il ait la place qu'il mérite dans l'accompagnement à la santé, quoi. Hein, voilà pour un tour d'horizon de la réglementation sur le shiatsu. Aujourd'hui, on est aussi remboursé par un certain nombre de mutuelles.
comme au même titre que les ostéos, les acupuncteurs et tout ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, en naturopathie, si vous avez... Ouais, nous aussi, on est à peu près remboursés par le même nombre de mutuelles que vous en shiatsu. Nous, on n'a pas réussi à avoir un titre RNCP syndical, mais... Pas encore, allez. Mais non, en France Compétences a évolué, donc ils feront plus à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va avancer à un moment. Mais en tout cas, beau modèle pour nous au niveau de votre boulot, au niveau du syndicat du shiatsu pour la reconnaissance métier. Bravo. Moi, je n'étais pas dans la commission, bravo surtout. Ensuite, techniquement, c'est quoi le shiatsu? Déjà, shiatsu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a compris que ça venait du Japon. Shiatsu, c'est un mot japonais. Non, vous êtes allé trop vite. Voilà, c'est ça, super, merci. Shiatsu, ça veut dire pression avec les doigts. Nous, on raccourcit, on dit pression avec les pouces. C'est pour ça qu'en shiatsu, une personne, quand elle vient dans notre cabinet, elle reçoit effectivement des pressions avec les pouces, mais aussi des pressions avec les mains sur l'ensemble du corps. Du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, devant et derrière. Pourquoi? Parce qu'en shiatsu, on part vraiment du principe que tout est lié. L'exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui va avoir des cervicalgies ou des torticolis à répétition, etc. etc. En fait, les cervicales vont très bien. À la base, c'était plus un problème de cheville ou un problème de bassin. Nous, en passant avec nos pouces et avec nos mains partout, on se donne la possibilité d'identifier une cause. On ne s'intéresse pas que aux symptômes. Okay. Notre objectif en shiatsu, c'est vraiment de réharmoniser et la structure et la circulation de l'énergie. On a vraiment ce double langage chez nous. Donc, ces pressions avec les pouces et avec les mains, une prise en charge globale de la personne. Donc, comme je disais, on va aller chercher la cause et pas que le symptôme. Et là où c'est différent de la digitopression, c'est sur cette prise en charge globale. La digitopression, c'est plus une approche qui va choisir quelques points d'acupuncture, 6 en général, c'est 6-7 points. C'est ces points-là qui vont être travaillés et point barre. Nous, en shiatsu, on va appuyer vraiment partout. On va sélectionner les points, on ne peut pas non plus tous les faire, mais il y aura vraiment tout le corps qui sera pris en charge. On effectue aussi des mobilisations articulaires et voilà, donc on bouge sur cette issue-là. On peut passer sur la slide d'après. Du coup, j'ai anticipé même concrètement après. Voilà. Pourquoi les gens viennent nous voir? Les cas qu'on rencontre le plus souvent dans nos cabinets, ça part sur un problème de douleur. C'est des gens qui ont mal, qui ont mal au dos, qui ont des problèmes de digestion, qui ont des douleurs ou qui ne savent pas d'où elles viennent. On a le grand classique de « j'ai tout essayé, vous êtes mon dernier espoir pour plus avoir mal ». Ok, on va faire du mieux qu'on peut. Après, on n'est pas des magiciens non plus. Vous me dites quelque chose, Alexandra? Non, c'est ça. Ah, pardon. Donc, en shiatsu, on a cette prise en charge de la douleur identifiée, diagnostiquée par les médecins ou pas. On sait très, très bien aussi accompagner les troubles du sommeil, les problèmes de gestion du stress, de gestion d'angoisse. Ça, on va dire que ce sont les 3 grands piliers des causes qu'on voit souvent qu'on traite quotidiennement, quoi. Après, on a aussi des personnes qui ont des problèmes, des troubles au niveau des hormones. Enfin, comme en shiatsu, on a une prise en charge globale. On peut participer à améliorer l'état de santé sur à peu près tous les sujets, quoi. Il y a un sujet, en revanche, pour lequel on ne pourra rien faire et au contraire, on ne va surtout pas y aller, c'est la maladie de Charcot. Sans rentrer trop dans le détail de la maladie de Charcot, mais c'est une saturation en fait au niveau des synapses des motoneurones. Et nous, on se pose la question en shiatsu, est-ce que en effectuant nos pressions, est-ce qu'on ne va pas saturer ces motoneurones et donc potentiellement empirer la maladie? Donc, maladie de Charcot, nous en shiatsu, on ne touche pas. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez clair. Ensuite, la pression shiatsu, comment ça marche? Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette pression? Pourquoi est-ce que le fait d'appuyer, ça va apporter quelque chose de positif au corps? D'un point de vue mécanique, quand on appuie sur un tissu, j'effectue ma pression ici, il y a plein de petits capillaires, des vaisseaux sanguins qui vont être pressés, puis réouverts quand je vais relâcher ma pression. Et cette pression qui va être concentrée et maintenue va permettre de mobiliser le flux sanguin.
Cette mobilisation du flux sanguin, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre au tissu d'être mieux oxygéné, ça va permettre aussi au tissu d'être mieux nettoyé, puisque le sang va aller capter aussi ce qui doit être nettoyé. Ça va permettre des apports en nutriments. Ça va être vraiment bon pour ressourcer, restructurer, régénérer, aider à la cicatrisation éventuellement des tissus lésés qui ont été sous nos pouces. Donc ça, c'est vraiment une action purement mécanique au niveau du flux sanguin. On a cette action mécanique aussi au niveau de la lymphe, puisqu'on va faire cet appel après, en fonction de sur quoi on travaille, on ne va pas faire notre transfert de poids de la même manière en fonction de là où on est et en fonction de l'intention du travail et des objectifs aussi de la personne qui vient dans notre cabinet. Donc, on a cette action aussi sur la lymphe. Ça marche vraiment divinement bien sur tous les soucis de jambes lourdes. C'est un grand classique d'avoir ces femmes sur ces belles bottes, etc., qui ont les chevilles gonflées. Puis, quand elles remettent leurs bottes, « Ah, mais elles sont trop petites !» Il faut se racheter une paire de bottes maintenant, madame. On a vraiment une action décongestionnante au niveau de la lymphe. Ça rebooste bien toute la circulation lymphatique. Et aussi, le fait d'avoir comme ça décongestionné une zone où la lymphe était trop présente, ça va nous permettre aussi de lever la pression au niveau de certains capteurs sensitifs, notamment ceux qu'on va appeler les nocicepteurs, et ça va permettre comme ça à l'information d'être plus claire, de circuler plus clairement, et il n'y aura plus cette saturation puisqu'il y aura une pression en moins. Donc, les nocicepteurs sensibles à la pression, les mécanonocicepteurs, eux, vont être soulagés. Donc, ne serait-ce que par cette action-là aussi, on va avoir un effet sur la douleur à cet endroit-là. Et puis aussi, d'un point de vue mécanique, la pression shiatsu, elle va agir sur la fibre musculaire. Ça, on n'a rien inventé de neuf. On sait que la fibre, on va la solliciter à un certain rythme et puis à un moment, elle va retrouver son élasticité. C'est vraiment mécanique. Il n'y a rien de magique là-dedans. On sait aussi, à partir d'un certain temps de pression sur la fibre va naturellement se détendre, va naturellement lâcher. Le cerveau, il n'est pas bête, il ne veut pas rester en conflit trop longtemps, donc ça lâche, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur des actions mécaniques du shiatsu. D'un point de vue énergétique, le shiatsu, il aura comme objectif de faire circuler cette fameuse énergie dont vous avez déjà entendu parler, qui est le ki. Au Japon, on met un ka devant, c'est le ki. Les Chinois, c'est un Q, ils appellent ça le chi. Peu importe la manière dont on le prononce et quelle est la lettre qu'on met devant, on parle tous bien de la même chose, de cette énergie vitale qui circule le long de nos méridiens dans notre corps. L'image que j'aime donner, et c'est ça que je dis aux enfants, des enfants comme ça, ils comprennent bien. Il faut imaginer l'énergie comme des petites voitures qui circulent. Il faut imaginer les méridiens comme des routes et des autoroutes. Et les points d'acupuncture, on va imaginer ça comme des carrefours. Et moi, en shiatsu, je suis agent de la circulation. C'est-à-dire que je vais aller contrôler certains carrefours qui sont très importants dans la globalité du fonctionnement de la personne. Et s'il y a un embouteillage, je fais circuler. Et s'il n'y a personne, au contraire, je vais rappeler des voitures parce que moi, je n'aime pas quand il n'y a personne. Il faut que ça circule de manière fluide et de manière égale partout dans le corps. Voilà, d'un point de vue énergétique, comment on peut parler de la pression shiatsu. Après, le shiatsu, il va agir sur 4 niveaux. Le premier niveau qui est anatomique, comme je vous disais tout à l'heure sur la pression shiatsu, on va effectuer une pression sur des muscles, on va mobiliser des articulations. Là, on est dans de la mécanique, d'accord ? On va agir en deuxième intention sur la physiologie. Quand on va être de chaque côté de la colonne vertébrale, on va communiquer avec le système nerveux périphérique, d'accord, et aussi bien avec les voies afférentes que les voies efférentes. Et on sait très très bien communiquer ici, avec le système nerveux autonome. Et comme on va réguler et les tensions musculaires des paravertébraux, je vous le rappelle, si c'est trop contracté, c'est trop dur et ça peut venir titiller les nerfs. Une fois que nous, on a travaillé sur cette fibre musculaire, qu'on a relâché ça, le nerf, il est moins enquiquiné en dessous. Donc, l'information, elle passe mieux, aussi bien dans un sens vers l'organe que de l'organe vers la moelle épinière et vers le cerveau dans l'autre sens.
Donc, on va avoir cette action sur le système nerveux autonome qui va permettre au corps de mieux s'équilibrer, mieux s'autoréguler. Et nous, en shiatsu, on communique vraiment très, très bien avec le système parasympathique. Et de ce fait, bon, vous le savez bien, le système nerveux autonome, il fait comme ça tout au long de la journée. Là, on est en sympathique, là, on est en parasympathique, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et les personnes qui sont en douleur et en stress, elles sont en hypersympathique, elles sont décalées comme ça. Nous, en shiatsu, on va remonter l'action du parasympathique de manière à ce que le delta entre les deux s'amoindrisse. Et du coup, les effets ressentis du sympathique vont baisser. Après, encore une fois, le cerveau, il n'est pas bête, hein. Il ne va pas rester avec deux systèmes qui fonctionnent au taquet en haut. Il va rabaisser toute la machine. Et ce qui fait que il va dépenser moins d'énergie. Du coup, nous, on va être moins fatigués. Tout simplement. Le 4e niveau d'intervention, il est énergétique. On l'a évoqué tout à l'heure avec mes petites voitures, mes histoires de petites voitures et mes routes sur les méridiens. Effectivement, on a cet outil merveilleux de l'énergétique orientale avec les méridiens et les points d'acupuncture qu'on va aller plus ou moins solliciter en fonction des objectifs qui ont été fixés par notre receveur, notre receveuse et ce qu'on a ressenti, bien évidemment, et ce qu'on a défini ensemble au début. Mais on a des grandes surprises aussi quand on pratique des shiatsu, c'est qu'après l'anamnèse, on peut avoir une idée très précise de ce qu'on va faire. Et puis, une fois que la personne est allongée sur le futon ou sur la table, on commence notre travail et tout à coup, on dit « Ah, en fait, c'est pas ce que j'avais imaginé. » Et hop, on dit que le diagnostic et le traitement se font de manière simultanée parce que il faut savoir s'adapter et on peut avoir ces surprises-là. C'est typiquement ce qui nous arrive quand on peut avoir des grandes théories. « Ah, ce point d'acupuncture, il va être en kyo, c'est sûr, il va être tout mou. » Et en fait, pas du tout. Voilà, on s'adapte. On s'adapte en permanence et l'énergie, comme pendant le soin, elle va bouger, elle aussi, elle va évoluer. Ce qu'on avait imaginé au départ, ça s'est peut-être déjà rééquilibré. Donc, finalement, on n'a plus besoin de travailler sur cette partie-là et on enchaîne. Ça, c'est le 3e niveau, donc énergétique, grâce à ce merveilleux outil que sont les méridiens d'acupuncture. Et le 4e niveau d'intervention, il est émotionnel. Il est émotionnel, pourquoi ? Parce qu'en énergétique orientale, on sait très bien qu'on rattache une saison, là c'est le début du printemps, à un élément, à une loge, à une couleur, à un organe, à une saveur, à une texture, et on peut vraiment dérouler très très loin. Et quand on fait ce lien, je vais vous donner par exemple l'exemple du foie. Voilà, on est en plein dedans. C'est le printemps, hein, on est dans notre loge bois. Là, c'est l'énergie du foie qui est au taquet, ça monte, la sève monte. Et l'émotion qu'on associe au printemps et au foie, c'est l'émotion de la colère. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres parents ici qui sont connectés, mais alors, personnellement, moi, les miens, mes enfants, en ce moment, ils sont vraiment hyper tendus. Mon fils me fait des crises de colère, enfin, vraiment chaud patate en ce moment. Et je pense que vraiment, c'est dû à cette montée de la sève, à cette montée de l'énergie du printemps. Ça ne devrait pas tarder à se réguler. Le fait est que quand on a comme ça une personne en face de nous qui a une tendance à être colérique, alors, ne me faites pas dire que tout à coup, il va recevoir un shiatsu, il va plus être colérique, ça va être merveilleux. Non, c'est pas ce que j'ai dit et c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la colère, on le rattache à l'organe du foie. Le foie, il a ses circuits énergétiques avec son méridien. Nous, on va pouvoir travailler sur cet organe et sur cette émotion via déjà ce méridien. Le foie, c'est un organe qui est aussi connecté avec son système nerveux périphérique. Et nous, on sait travailler sur le système nerveux, notamment en travaillant de chaque côté de la colonne. Donc, on va avoir cette possibilité de permettre au foie de mieux fonctionner, de mieux drainer aussi ses émotions. D'où l'aspect émotionnel d'aide à la régulation des émotions aussi par le shiatsu. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas une séance de shiatsu, c'est quelque chose qui va se répéter dans la fréquence, dans le temps, et au fur et à mesure, les séances vont s'espacer et la personne va aller mieux. Après, ça ne vaut pas une psychothérapie, un shiatsu, hein, mais ça, ça accompagne très très bien. Moi, je travaille notamment avec des psys et c'est vrai que c'est génial. La personne, quand elle se prend en charge sous les deux aspects de la médaille, l'aspect psy et l'aspect corporel, les gens vont beaucoup plus vite, en fait, progressent beaucoup plus vite dans leur cheminement. Ça, c'est top. On peut passer à la slide d'après.
La complémentarité donc, du shiatsu et de la naturopathie, comme tu le disais, Alexandra, tout à l'heure, j'ai eu la chance, après mes études de shiatsu, d'être formée à la FLMNE au cursus d'éducateur de santé naturelle. Moi, je ne voulais pas être naturopathe. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas avoir ce deuxième métier. Moi, mon métier de spécialiste en shiatsu me va très, très bien, mais je sentais qu'il me manquait quand même des petits trucs. Je voulais pouvoir, je ne sais pas, donner des astuces aux personnes qui ont des problèmes de sommeil. Très bien, je l'accompagne en shiatsu. Oui, mais est-ce que vous connaissez des trucs, Nathalie, à me donner en plus? Donc, moi, j'ai fait cette formation-là pour aider, on va dire, sur la bobologie du quotidien. Donc, je peux conseiller une petite goutte d'huile essentielle de camomille dans une cuillère de miel pour le sommeil, ou bien, enfin bon, différentes choses comme ça, de la chrononutrition. J'ai beaucoup de reflux le soir, oui, alors est-ce que vous mangez des protéines le soir? Voilà. Donc, j'ai cherché en fait des connaissances en naturopathie pour pouvoir mieux accompagner. Cela dit, je suis pas naturopathe, j'ai pas l'intention de le devenir, et quand ça part un peu plus loin dans de la patho ou même dans de la régulation hormonale, là, moi, je sais pas. Je sais pas, et c'est dommage. Et c'est là où nous, on peut vraiment bien bosser ensemble. Parce que vous savez. Vous savez, et par des plantes, par éventuellement de l'homéo, par des choses qui sont beaucoup plus naturelles et qui sont complètement alignées avec nous, ce qu'on fait. Parce que nous, en shiatsu, qu'est-ce qu'on fait en fait? On ne fait que stimuler la capacité d'auto-guérison du corps. On stimule l'homéostasie. Et donc, c'est extrêmement naturel. Et donc, c'est en ça qu'avec la naturopathie, ça peut bien fonctionner. Vous allez vous occuper, ce que j'ai mis soutien de la physiologie par voie interne, par les complémentations en micronutrition, par des conseils alimentaires, par de l'aroma, par de la phyto. Tout ça, ça va être des choses qui vont être ingérées par la personne. Donc, par voie interne, elle va commencer à se rééquilibrer. Et nous, on va agir quelque part par voie externe. On va avoir l'autre porte d'entrée. Et ce qui fait que la personne, elle va être accompagnée des deux côtés de son enveloppe, si vous voulez. Et par l'intérieur, par sa physiologie, grâce à vous, par les voies internes, et par l'extérieur, avec nous, en shiatsu, par notamment le sens du toucher. Sans oublier l'émotionnel, l'énergétique et tout ça, tout ce que je vous disais. L'intérêt aussi, c'est l'accompagnement sur le long terme. Les gens, vous les voyez rarement juste une fois. Vous les revoyez, on refait le point, alors vous en êtes où, on adapte les humeurs, alors vous étiez à combien, deux capsules de rhodiola par jour. Bon, là, maintenant, si ça va mieux, on passe à une. Enfin, voilà, vous accompagnez les gens comme ça sur le long terme. Nous, en shiatsu aussi, on a cette logique-là. Comme je vous disais, ce n'est pas un shiatsu qui résout le problème, ça va être un accompagnement et on va progresser avec notre receveur et l'aider à progresser comme ça, quoi. Et aussi bien vous que nous, ce qu'on fait, c'est, à mon sens, on aide la personne à prendre conscience un peu plus de comment elle fonctionne. Parce qu'une personne, quand elle comprend ce qui lui arrive, elle devient actrice, elle, de son rétablissement, et elle devient véritablement actrice de sa santé. Et c'est en ça que je trouve qu'on est très complémentaires. Moi, je vais expliquer d'un point de vue mécanique, je vais expliquer d'un point de vue émotionnel, éventuellement tous les enjeux. Vous allez expliquer d'un point de vue physio, quand vous donnez, quand vous conseillez, vous expliquez ça. Et du coup, moi, je trouve que ça va complètement dans le même sens, quoi. Ça va complètement dans le même sens. Et comme je vous disais, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la psy, avec qui j'aime beaucoup travailler. Du coup, ça fait vraiment quelque chose d'extrêmement global, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Personnellement, moi, je me retrouve un peu dans la panade là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je viens de déménager et du coup, j'ai plus mon réseau de praticiens de confiance autour de moi. Et du coup, je me dis, du coup, je vais envoyer qui ça va être qui le naturo? Donc, je suis ravie d'intervenir chez vous parce que du coup, je vais aller sur l'annuaire du SPN et je vais dire aux gens, si vous voulez un naturopathe, je vous conseille d'aller regarder l'annuaire du SPN. L'idée aussi, c'est de fonctionner en toute intelligence comme ça, c'est de comprendre pourquoi nos organisations déjà se sont créées, ce qu'elle garantit comme niveau de formation au niveau du coup de compétences, parce que ça, je pense que c'est indispensable aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit autour de nous, parfois c'est franchement carnaval, quoi. Et du coup, voilà, on peut optimiser la prise en charge de nos receveurs. Je ne sais pas, vous, comment vous les appelez en naturopathie, vos consultants peut-être? On parle de nos clients, nos consultants. Ouais.
Receveur, très souvent, pour les naturopathes qui ont effectivement des techniques manuelles, on peut dire receveur, mais on ne dit pas patient, on est comme vous. On dit pas Voilà, c'est ça. Nous sommes vraiment nos receveurs, effectivement, ou nos consultants. Donc voilà ce que le shiatsu peut offrir à la naturopathie. Voilà comment on peut fonctionner en bonne intelligence ensemble, quoi. Donc Voilà, justement, toi, tu as mis en avant l'annuaire du syndicat des professionnels de la naturopathie. Je te remercie. Effectivement, tu trouveras des professionnels compétents. Nous, il faut que tu saches, si tu échanges avec d'autres professionnels, qu'on met les spécialités, c'est-à-dire que tu verras s'il y en a qui font de la sophro, d'autres qui sont plutôt spécialisés en micronut ou d'autres en aroma. ouais. Donc ça sera mis en avant. Nous, quand on va sur le site du syndicat des professionnels du shiatsu, il y a un annuaire aussi. Tout à fait. Tout à fait, il y a un annuaire et effectivement, on a aussi différentes catégories chez nous. Il y a le spécialiste en shiatsu, lui qui sait un peu tout faire, et vous avez l'animateur en douille, le shiatsu sur chaise. Mais oui, vous avez ces infos-là aussi, oui, tout à fait. D'accord. il y a une question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la différence entre une prise en charge réflexologique, plantaire, palmaire ou faciale, et un protocole shiatsu du dos, par exemple? Comme je ne sais pas exactement ce qu'ils font en réflexologie, même si j'ai une formation aussi en réflexologie plantaire, mais je n'ai pas fait palmaire ou faciale. C'est la même vision que ce que tu connais en réflexologie. C'est une prise en charge complète. Après, nous, comme je vous dis, en shiatsu, on ne va pas faire qu'un dos. Enfin, sauf si on est en prestation d'entreprise, 15 minutes de shiatsu sur chaise, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas du tout dans l'objectif d'accompagnement à la santé. On va avoir la même vision globale que la réflexologie, sauf que la réflexologie, elle va agir qu'à distance. Vous êtes en train de travailler sur un pied ou sur une main, vous allez travailler sur le foie, vous allez rééquilibrer. Mais parfois, il y a besoin d'aller mobiliser l'organe in situ, quoi. Parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être passées que à distance. A contrario, il y a des choses qui ne pourront pas passer sur du in situ et il faut aller les traiter à distance parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop sensible, parce qu'il y a plein d'autres choses. C'est pas pareil. Merci bien. J'ai une question un peu pratique de Laïla. Est-ce que s'il y a un protocole de shiatsu qui est peut-être un peu trop virulent ou je ne sais quoi, est-ce qu'on peut avoir une montée de Kundalini pas bien cadrée? Alors, une montée de Kundalini pas bien cadrée, moi, j'en ai jamais entendu parler. Après, nous, en shiatsu, on parle de l'effet rebond. Moi, je l'appelle l'effet camion parce que parfois, après un premier shiatsu, on peut avoir l'impression qu'un camion nous est passé dessus et pendant 2 jours être courbattu, mais pas plus qu'une séance d'ostéopathie. Un shiatsu qui est fait correctement ne donne aucun effet secondaire délétère, quoi. Ça, c'est… J'ai bien aimé l'effet camion. Je te remercie. Je vais le replacer. Je te le pique. Je te pique l'effet camion. Donc, tu nous disais que tu avais des animateurs en douyin au sein du syndicat. Ouais. Il y a aussi des professionnels en massage Ama-Assis. Est-ce que tu peux nous donner la différence ou… Alors, chez nous, il n'y a pas de personnes qui font du Hanma assis. On va faire du shiatsu assis. On n'est pas sur la même technique. En Hanma, on va avoir des protocoles, on va avoir des gestes codifiés. Ce ne sont pas les mêmes en shiatsu. À savoir aussi que nous, en shiatsu, on n'a pas un protocole unique, hein, loin de là. C'est en école, on apprend des katas, hein, mais ensuite, c'est bien là la différence entre une personne qui a fait un week-end de formation shiatsu, qui fait ouais, je sais faire du shiatsu, et un professionnel qui aura étudié des centaines d'heures, c'est que lui, il sait s'extraire des katas et prendre et piocher dans plusieurs katas pour construire le shiatsu pour la personne. Alors que le Hanma, il me semble que c'est un déroulé qui est plutôt standard en fonction de ce qui est exprimé, ce qui n'est pas nécessairement le cas en shiatsu, quoi. Donc, la particularité, effectivement, avec le Hama-Assis, c'est que c'est un protocole, c'est un protocole et un kata en Hama que vous savez faire plusieurs protocoles et adapter à votre consultant et aux besoins de votre consultant. C'est même plus que plusieurs protocoles. Après, il y a plusieurs styles de shiatsu qui existent, hein, et chaque style aura sa manière de travailler. Vous avez le style qui est ostéo-articulaire, très anatomique, mécanique, qui est d'ailleurs celui qui est reconnu au Japon, hein, et c'est cette école-là qui donne le diplôme d'État, hein, c'est le style de Namikoshi. Mais vous avez un shiatsu énergétique qui est
qui est celui d'ailleurs qui est le plus répandu en Occident, hein, parce que le monsieur, comme il ne pouvait pas développer son truc au Japon, puisque la place était déjà prise, il est allé ailleurs. Et même dans ce shiatsu énergétique-là, on a encore d'autres, plusieurs courants. Et surtout en shiatsu énergétique, chaque courant va avoir ses protocoles. Ça devient très, très complexe. C'est pour ça que je pense que quand on est professionnel de shiatsu, on apprend aussi à désapprendre, quoi. Et à se recentrer sur ses ressentis, à utiliser toute la boîte à outils qu'on a eu pendant notre formation. Et après, ça reste... on reste des humains, quoi, qui agissons sur d'autres humains. Donc, on a nos propres filtres, on a nos propres interprétations. Vous allez avoir des personnes qui vont être issues de la même école, qui ne vont pas avoir le même shiatsu. On est différents, quoi. C'est comme en naturopathie, effectivement. Tu nous parlais de la maladie de Charcot comme étant vraiment contre-indication totale, et tu nous as expliqué la raison physiologique pour laquelle il y avait cela. Est-ce qu'on a d'autres contre-indications à pratiquer le shiatsu, s'il te plaît? Oui, on en a plusieurs. On a toutes les grosses maladies en HIT, mais a priori, si on les a, on est à l'hôpital, hein, on n'est pas à la maison. La fièvre, c'est vraiment une contre-indication à recevoir un shiatsu. Pourquoi? Parce que nous, comme on stimule le système nerveux autonome, il est déjà en branle-bas de combat avec la fièvre. On ne va pas en rajouter une couche, quoi. On risquerait d'avoir vraiment un effet, là pour le coup, un effet délétère, à trop mobiliser des ressources qui sont au contraire employées pour lutter contre une infection ailleurs. Donc vraiment, la fièvre, on n'emploie pas. Après, l'avantage du shiatsu, c'est que vraiment, on peut le donner, mais des premières semaines de la vie aux dernières minutes de la vie. Après, ça va être au praticien, au professionnel de shiatsu de moduler son transfert de poids, d'adapter ses gestes à la personne qu'elle a entre ses mains. Donc, ce qui veut dire que vous accompagnez aussi bien les tout petits que les personnes en fin de vie. Pendant la grossesse, vous pouvez intervenir? On peut intervenir, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a toujours le principe de précaution d'éviter de manipuler les femmes au premier trimestre, parce que on sait que les fausses couches arrivent vite, et comme on n'explique pas toujours les fausses couches, c'est bien facile de dire j'ai reçu un shiatsu, c'est de la faute de la dame qui m'a donné un shiatsu, même si on n'a rien à voir dans le public. Principe de précaution, on va pas s'y risquer, quoi. D'accord. Et Nawel pose la question, en cas de personnes immunodéprimées, est-ce que c'est contre-indiqué le shiatsu, ou est-ce que justement vous pouvez intervenir? Ah non, au contraire, super. Au contraire, on va aider la personne à soutenir son système immunitaire. On a on agit bien sur l'accompagnement des personnes qui sont en chimiothérapie, par exemple. Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est vraiment l'effondrement de la formule sanguine. En shiatsu, on soutient très, très bien ces personnes-là. Et on a des résultats qui sont parfois vraiment surprenants, quoi, ce qui permet, en fait, de maintenir la formule sanguine à un niveau correct pour que les personnes elles puissent recevoir leur planning de chimio comme prévu par l'oncologue à la base. Nous, on ne va pas du tout aider à traiter le cancer. On va aider la personne à maintenir son corps de manière optimum pour qu'elle puisse recevoir son traitement. Donc, les personnes qui sont immunodéprimées, moi j'en ai plusieurs ici, immunodéprimées pour différentes raisons, hein, soit une pathologie propre, soit des traitements comme des chimios qui font le système immunitaire. Il n'y a pas du tout de contre-indication avec l'immunodépression. Voilà, donc, pareil, vous pouvez accompagner dans le cadre des MAI, des maladies auto-immunes, ou bien des personnes qui sont sous immunosuppresseurs également. Oui, tout à fait. Parfait. Est-ce que, Corinne te pose la question, est-ce qu'on doit porter une attention particulière dans le protocole shiatsu pour des personnes qui ont des problèmes de coagulation, qui marquent par exemple facilement lors des pressions cutanées? Là, on va moduler la pression. On va moduler la pression. Dans les contre-indications, tout à l'heure, la phlébite, mais bon, a priori, la personne, si elle a une phlébite, elle est pas dans le cabinet de shiatsu non plus. Si on a une personne qui a un problème veineux, on va lui dire, regardez vos bas de contention, hein, on va pas le faire sans. Et une personne qui marque vite, on va travailler beaucoup plus en empaumage qu'en pression avec des pouces, ou bien vraiment sur un point isolé, pourquoi on aura expliqué, et on expliquera à la personne qu'il est possible
qu'elle marque à cet endroit-là, mais que c'est un choix en fait stratégique qui a été fait pour ok, on va sacrifier peut-être un petit peu on va faire un petit bleu à cet endroit-là, mais va y avoir vraiment des vrais bénéfices derrière. Mais on ne va pas l'attaquer avec les pouces partout sur le corps. Non, non, on ne va pas se retrouver en mode schtroumpf, la pauvre. Non, 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 on ne fera pas ça. Tout à l'heure, tu parlais justement de la complémentarité avec la naturopathie et le fait que vous puissiez travailler sur du long terme comme pour nous. Est-ce que vous avez un nombre de séances minimum à proposer aux receveurs ou pas spécialement? Non, 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 pas spécialement. Ça va vraiment dépendre, c'est vraiment au cas par cas. Et alors après, c'est peut-être une prise de position personnelle, mais moi, je demande toujours à la personne quel est son objectif ou quels sont ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'elle est venue me voir? Après, à savoir que les objectifs, ils peuvent évoluer. Peut-être que la première fois, la personne, elle va venir me voir en me disant non, vraiment, j'ai mal au dos. Moi, mon objectif, c'est de plus avoir mal au dos. Bon, bah, si c'est de plus avoir mal au dos, en fonction d'eux, une séance, parfois, ça suffit. Mais j'aime bien revoir minimum une deuxième fois. Et après, la personne me dit oh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vachement mieux dormi. Vous agissez aussi sur le sommeil. Mais du coup, ça se passe comment? Pour le sommeil, du coup, il va falloir se voir un peu plus régulièrement, plus longtemps. Voilà, les objectifs, ils évoluent. Et puis, chaque personne va avoir sa propre manière de recevoir le shiatsu aussi. Vous avez des personnes, moi j'avais un monsieur, il avait une lombalgie chronique depuis plus de 4 ans. Voilà, le coup de je suis désespérée, vous êtes mon dernier recours, je fais de la kiné depuis 4 ans, je vais voir les ostéos, je m'en sors pas, je fais de la balnéo, j'ai tout le temps mal. Ah je vais essayer de faire mon mieux, monsieur, je ne vous garantis rien non plus. Et bien lui, en 4 séances, on avait installé le no douleur. Il ne m'a plus jamais rappelé. Il m'a renvoyé un SMS, je ne sais plus, peut-être 10 mois après pour me souhaiter la bonne année et me dire, bah voilà, j'ai plus mal. Ben voilà, ça arrive. Mais ça, c'est un cas assez ponctuel, quoi. Après, j'ai une dame, ça fait 8 ans que je l'accompagne tous les mois. Tous les mois, depuis 8 ans, elle vient recevoir son shiatsu parce que elle a un rythme de vie de dingue et elle ne veut pas changer ce rythme-là. Et donc, le shiatsu, ça l'aide juste à la maintenir. Elle ne fait plus de lumbago quand elle a trop de stress. Voilà. Donc, vraiment, ça dépend des objectifs de chacun. Non, je vais pas te dire, il y a un nombre de séances limité. Parfait. Il y a Nawal qui a reformulé sa question parce que je ne comprenais pas ou alors je n'avais pas assez pris le ça se peut. Au bout de 4 jours et demi de congrès, des fois, ça se peut. Donc, je vais essayer. Donc, Nawal voulait savoir si dans la prise en charge shiatsu, ça vous arrive d'avoir des cas paradoxaux, c'est-à-dire vraiment un consultant qui réagit totalement à l'opposé de ce qu'il souhaitait. Alors, moi, ça m'est arrivé avec une personne autiste. Je travaillais sur un point qui, normalement, quand on travaille sur ce point-là, les gens, mais limite, ils s'endorment, ils partent en REM, on sait qu'on est en onde alpha à fond, quoi. Et là, l'enfant, elle est partie en crise, elle s'est mise à se taper sur la tête. Alors là, c'est un peu choc parce que j'ai provoqué tout le contraire de ce que j'avais voulu donner. Ça, c'est sur des profils vraiment très particuliers, quoi. Les profils psychotiques sont pas simples à accompagner. Ce sont ces personnes-là, de mon expérience, qui peuvent avoir les réactions paradoxales le plus souvent. Autrement, on peut avoir, comme on a en homéo, une légère dégradation du symptôme, où la personne, elle se dit, zut alors, je suis venue la voir pour aller mieux, et là, j'ai encore plus mal. Et ça, c'est transitoire, ça dure vraiment 2 jours, 3 jours, et pour après aller beaucoup mieux. Donc, une réaction paradoxale potentiellement, éventuellement pendant quelques jours, mais pour aller mieux après. On ne va pas installer quelque chose de délétère qui n'était pas là. Et ça dépend automatiquement du terrain énergétique. Donc, l'ENAIC voulait savoir, a priori, il n'y a donc pas de contre-indication aux receveurs qui ont des troubles psychiatriques comme les schizophrènes? Alors, schizophrène, c'est un cas compliqué. Les personnes bipolaires aussi, ça peut être un cas compliqué. Moi, j'ai pas eu de soucis. Alors, j'ai eu qu'une seule personne schizophrène et j'ai pas eu de soucis avec cette personne-là. Après, elle a déménagé. Je sais pas si elle a continué son accompagnement en shiatsu. Mais il faut vraiment avoir une attention particulière quand on travaille sur les points de la tête.
parce que potentiellement, il peut y avoir des choses un peu étranges qui peuvent se passer. Avec les personnes épileptiques aussi, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressenti et d'humilité. Merci pour cette précision. Est-ce que vous donnez un écart entre chaque séance de shiatsu pour votre accompagnement global quand vous revoyez le receveur plusieurs fois? En moyenne, vous espaciez de combien de temps vos séances? Ça dépend des objectifs et ça dépend de pourquoi. Typiquement, au cabinet, quand je reçois une personne, j'aime bien la revoir. Ah non, je sais pas. 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, 3 semaines, en fonction de ce qu'elle a eu. Je revois toujours une deuxième fois. Ce que j'explique, c'est pour comprendre comment le corps de la personne a reçu le shiatsu et ce qu'elle a gardé comme info du premier shiatsu. Et en fonction de ce deuxième shiatsu, je peux avoir une idée un peu plus précise de effectivement la fréquence et l'espacement des séances. L'idée, en fait, à terme, c'est que la personne, elle n'ait plus besoin de nous, que la personne, elle aille bien, qu'elle soit équilibrée dans son anatomie, dans la circulation de ses énergies. L'idéal, une fois qu'une personne a atteint l'équilibre, c'est de recevoir un shiatsu au moment du changement de saison. C'est ce qu'on conseille en Asie, parce que le shiatsu, là-bas, il est quand même utilisé comme prévention. Nous, en Occident, en prévention, on est quand même archi nuls, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. On va chez le médecin, on va chez un thérapeute parce qu'on a un problème. On va rarement chez un thérapeute pour se maintenir en bonne santé. Ça, c'est vraiment une question d'éducation. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants, à prendre soin d'eux dès le départ et pas attendre qu'ils soient malades. Le shiatsu, ça s'inscrit dans cette logique-là. Il a été structuré pour être dans cette logique-là, dans une logique de prévention. En Occident, on l'utilise de manière différente. Parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la formation de shiatsu et en l'occurrence pour accéder au titre RNCP de spécialiste en shiatsu? Parce qu'on a peut-être ici ou dans les personnes qui vont voir les replays des naturaux qui voudront devenir spécialistes en shiatsu. Alors, devenir spécialiste en shiatsu, c'est un sacré investissement en termes de temps. Je pense qu'on doit être à peu près sur les mêmes cursus que vous. On est sur du 900 heures. Après, il y a 35 écoles, je crois, en France aujourd'hui, à date, qui sont habilitées par le syndicat des professionnels de shiatsu pour présenter leurs étudiants à l'examen du titre RNCP. Okay. Et chaque école, en revanche, est libre de proposer un cursus en semaine, en week-end, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Ça, c'est les écoles qui structurent la durée de leur programme. Et en revanche, le contenu doit répondre à un cahier des charges qui est bien précis. Et si on veut devenir spécialiste en shiatsu, déjà, il faut venir à tous les cours, bien évidemment. Et surtout, il faut savoir que le shiatsu, c'est avant tout de la pratique. Donc, il faut avoir le temps de pratiquer aussi derrière et de s'entraîner entre chaque session, quoi. C'est pas que du théorique. Loin de là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Donc, il y a 35 écoles réparties sur tout le territoire français. Il y a aussi des écoles outre-mer, il me semble, dont vous pourrez trouver les coordonnées sur l'annuaire du SPS, sur la section centre de formation. Et justement, après, pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, qui n'ont pas de titre RNCP, bien entendu, le syndicat des professionnels du shiatsu accompagne à la validation des acquis et des expériences. Oui, il y a une VAE aussi qui est possible. Il faut envoyer un dossier et après, le syndicat recontacte la personne et il y a effectivement une session qui est organisée pour elle. Parfait. Laïla qui voulait savoir d'un point de vue historique, le shiatsu, ça date de quand réellement alors ça, c'est une très très bonne question. Vous savez, en Asie, on teinte toujours ces histoires-là de légendes. Ils aiment les choses un peu, enfin les belles histoires. L'histoire qu'on raconte, c'est un petit garçon qui s'appelait Tokujiro Namikoshi. Il avait de nombreux frères et sœurs, mais il avait surtout une maman qui avait une polyarthrite rhumatoïde. Et on parle de ça fin du 19e, début du 20e. Et à l'époque, dans le Japon traditionnel, les enfants faisaient un massage aux parents le soir. Trop bien, on devrait reprendre le concept chez nous. Dis juste ça. Et la maman, ils ont découvert que la maman de Tokujiro, elle allait beaucoup mieux quand c'était lui qui s'était occupé d'elle la veille au soir. Et ce petit garçon, lui, faire des massages et des papouilles, ça l'emballait pas trop. Et du coup, lui, il pressait un peu comme ça. Voilà.
Et puis, du coup, ils se sont rendus compte que ces pressions-là, elles étaient plus efficaces que Papouille, etc. Donc, lui, il a grandi avec ça. La légende raconte que madame s'est vue guérie de sa polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Le fait est que Namikoshi, lui, il s'est dit, dis donc, ces pressions rythmées faites d'une certaine manière, elles ont une vraie efficacité. Et on parle d'un Japon d'après-guerre, hein, après la Seconde Guerre mondiale, qui était ruiné. Hein, il y avait plus grand-chose et qui était en recherche d'identité. Et lui, il a voulu que cet art du toucher, le fait de masser les parents, mais surtout sa découverte à lui de pression avec les pouces de manière rythmée, bénéficie à sa nation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé aux États-Unis pour faire tester sa pratique de manière scientifique. Avec, à l'époque, hein, on parle donc des années 40, on était avec quand même déjà des électroencéphalogrammes et des électrocardiogrammes. Et ils ont testé ce qui se passe dans le corps avant, pendant, après une pression shiatsu. Et les résultats ont été très éloquents. Et donc, du coup, M. Namikoshi, il est revenu au Japon après la Seconde Guerre mondiale en disant, voilà, moi, j'ai une pratique traditionnelle japonaise, Japon, qui est prouvée scientifiquement par des médecins américains. Et maintenant, on en fait quoi? Et donc, c'est comme ça que le shiatsu a été reconnu comme médecine à part entière, médecine traditionnelle à part entière, et qu'il a été inscrit dans la Constitution. Et du coup, ils se sont très enorgueillis de cette technique traditionnelle qui leur appartenait. Ensuite, dans l'école de Namikoshi, donc, qui a été le seul à être habilité à ouvrir cette école et à dispenser des diplômes d'État, il a formé beaucoup de monde à sa pratique. Et il a eu notamment un élève dont la maman était chinoise et qui, elle, s'était inspirée de sa propre tradition. Et ce monsieur lui dit, dis donc, Namikoshi, tu as quand même des trajets de pression, ça retrace des méridiens, quoi. Donc, il y a quand même un truc avec les méridiens. Et Namikoshi lui a dit, écoute, c'est très intéressant ce dont tu me parles, sauf que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Moi, je suis dans une école qui dispense un diplôme d'État parce que j'ai scientifiquement prouvé l'efficacité de ma méthode. Donc, si tu veux faire ça, ça te regarde, mais ce ne sera pas chez moi. Ce monsieur-là, il s'appelait Matsunaga. Et donc, il est parti du Japon et il est allé en Europe et sur la côte est des États-Unis, parce que la côte ouest, il y avait déjà Namikoshi qui avait semé ses graines dedans. Et ensuite, il y a différents shiatsu de différents courants énergétiques qui se sont créés avec différents maîtres qui ont mis leur ressenti dedans. Il y en a même un qui a fait des prolongements des méridiens d'acupuncture. On n'a plus 6 méridiens dans les mains et dans les pieds, mais on en a 12. Il a tout prolongé. Voilà, bon, après, chacun sa méthode. Mais historiquement, on dit que le shiatsu est parti de Namikoshi dans les années 50 et qu'il s'est réparti ensuite. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super, Laïla te dit un grand merci. Il y a Céline qui voulait savoir si à une époque justement au Japon, c'était plutôt les malvoyants qui proposaient le shiatsu ou si c'est plutôt le massage Amahasi qui était proposé par les malvoyants et pas spécialement le shiatsu. Alors ça, je ne sais pas, j'habitais pas au Japon à cette époque-là, je ne suis pas capable de répondre. Il y a effectivement ces personnes japonaises aveugles qui pratiquent des shiatsu et d'autres types de massages. Ça, ils sont très reconnus et il paraît que c'est absolument incroyable comme pratique à recevoir. Après, qui fait quoi, comment, pourquoi, qui est plus nombreux, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Super. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'on peut remercier Nathalie pour cette intervention riche, passionnée, vivant, lumineux. Il y a plein de choses dans le chat, Nathalie. Elodie qui pose une question. En moyenne, les tarifs des spécialistes en shiatsu sur le territoire? Ça dépend de là où vous êtes dans le territoire. Vous avez des professionnels de shiatsu qui vont vous proposer des séances à 50 € et vous en avez d'autres, notamment à la capitale, qui sont à 100, 120 €. C'est vraiment, ça dépend du professionnel et de la zone géographique surtout. Comme pour nous, ça dépend du loyer aussi. C'est ça. C'est tout mon corrélation, oui, effectivement. Voilà. Donc, plein de monde te remercie parce que tu es très apaisante.
Ah bah, merci. Merci à vous de nous avoir donné ce temps d'écoute, de m'avoir permis de vous parler du shiatsu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au syndicat. Vous avez les annuaires, les personnes du conseil syndical et d'autres spécialistes en shiatsu. Et en tout cas, merci de nous avoir permis d'avoir permis au SPS comme ça d'avoir une voix pour vous présenter notre métier passion en fait. Merci infiniment. Effectivement, on est très similaires parce que nous, dans la naturopathie, on a aussi des techniques du toucher, on fait plus du massage bien-être ou des techniques de réflexologie. Mais je pense que c'est important de savoir qu'on a des professionnels qui sont d'une très grande compétence sur le territoire et qui peuvent nous aider à prendre en charge dans la globalité quelqu'un qui a envie d'aller un petit peu plus loin vers la conscience du corps. Il y a Céline qui veut savoir si le syndicat des professionnels du shiatsu peut faire des tarifs au syndicat des professionnels de la naturopathie. Céline, tu vas appeler Jacques, on va négocier. Je me permettrai pas de répondre comme ça, faut que ça passe en conseil syndical, ça. Mon bâton de pèlerin, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. On pourrait, ça nous ferait pas de mal à nous tous d'aller recevoir une séance de shiatsu, une séance d'ostéopathie. C'est une bonne idée, Céline. Je vais le noter. Je vais aller voir avec les présidents de chaque institution, savoir si on peut pas proposer des tarifs préférentiels pour que nous, professionnels, on puisse aussi prendre du temps pour aller voir nos confrères et qu'ils puissent venir nous voir. Après, je pense qu'on le fait tous un peu naturellement. Voilà, quand on sait qu'on travaille en bonne intelligence avec quelqu'un. Moi, personnellement, je ne lui fais pas payer de plan tarif. La psy dont je vous parlais, je lui fais un prix d'année, bien évidemment. On est d'accord, mais après, t'imagines un tarif syndical pour tous les syndicats, ça serait… mais alors du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait un tarif de base. Comme je te disais, sur le territoire français, donc un pourcentage, ok, je suis d'accord avec toi, un petit pourcentage. Je vais en discuter avec Dominique des ostéos, Jacques du shiatsu, Catherine de la sophro. Voilà, c'est ceux avec qui je suis le plus proche, et puis les autres, ils bougeront, on ne sait jamais. En tout cas, merci infiniment, Nathalie. Merci à vous encore une fois. Tu as vraiment répondu aux attentes que l'on avait au syndicat de naturopathie sur le fait de montrer cette magnifique technique compréhensive, accessible. Et je pense que tu as éclairé de nombreux naturaux qui n'avaient peut-être pas conscience d'un tel potentiel de complémentarité entre nos pratiques. Si on peut aller plus loin les prochaines années, ça serait vraiment top. Merci infiniment, Nathalie. À très vite. À bientôt. Au revoir.